La chambre était glaciale. Un froid qui ne se contentait pas de piquer la peau, mais semblait s'insinuer jusqu'à l'âme. Seul le bourdonnement mécanique sourd des anciens systèmes, obstinément alimentés, parvenait à se faire entendre. Puis un sifflement, aigu et urgent. L'une des capsules tapissant la paroi souterraine s'ouvrit, laissant échapper des volutacées de vapeur blanche, comme un fantôme rendant son dernier souffle. À l'intérieur gisait un homme, la barbe de plusieurs jours, le visage creusé, les yeux fermés, comme s'il menait un combat intérieur. Puis ses paupières tressaillirent. Un clignement. Un autre. Il haleta. L'air lui brûla les poumons. Ses muscles le transpercèrent. Mais il bougea lentement. Il était humain. Son nom n'était pas un code sophistiqué venu d'un futur stérile. C'était dur, vieux et enfoui sous le poids du temps. Au début, il ne se souvenait pas de grand-chose, juste de la douleur, puis du poids écrasant de la solitude, puis d'un nom qui résonnait plus fort que n'importe quel souvenir. La Terre. Les autres commencèrent à se réveiller, eux aussi. Peu nombreux. Des dizaines, peut-être une centaine. L'installation avait jadis abrité des milliers de dormeurs. La plupart n'avaient pas survécu au sommeil. Le temps, la décomposition, le sabotage, peu importait. Ceux qui étaient encore debout étaient les plus chanceux, si tant est que la chance ait encore un sens dans ce coin dévasté de l'univers. Pendant des heures, personne ne parla. Ils arpentaient les couloirs obscurs du bunker souterrain, explorant, se souvenant, pleurant. Des bribes de souvenirs leur revenaient. Les souvenirs de la dernière guerre sur Terre, l'effondrement de l'Empire solaire, la décision de se cacher, d'attendre. Ils s'étaient enfouis profondément sous la croûte d'une planète errante, bien au-delà des limites de la galaxie. L'humanité avait été effacée, présumée, éteinte. Et maintenant, ils se réveillaient. Point de banderole de bienvenue. Pas de grande célébration, pas d'IA ancestrale annonçant le moment venu. Non, ils découvrirent des systèmes rouillés, des satellites brisés et des cartes à moitié brûlées d'une galaxie qui avait continué son cours sans eux. Les étoiles avaient changé d'aspect. Des secteurs entiers, jadis territoires humains, portaient désormais des noms extraterrestres. L'homme, que les autres appelaient simplement commandant, se tenait devant un écran brisé affichant le réseau galactique fragmenté. Il le fixait comme un champ de bataille. Les autres attendaient. L'un d'eux finit par demander « Et maintenant ?» Il ne s'y a pas. Nous allons découvrir qui nous a oubliés et leur rappeler qui nous étions. Ce n'était ni de la bravade, ni de la vengeance. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait mûri en hibernation cryogénique, tel un poison à combustion lente. Ils avaient fait confiance aux leurs pour se souvenir d'eux. De toute évidence, ils s'étaient trompés. Et la galaxie, elle, avait réécrit l'histoire sans l'humanité. Le premier contact eut lieu quelques jours plus tard. Un vaisseau de patrouille, profilé, insectoïde, extraterrestre à tous égards, détecta une activité sur la planète errante. Il ne reconnut pas les relevés énergétiques. Il effectua un scan. Une alerte s'afficha. Anomalie consciente non autorisée. Quelques heures plus tard, un croiseur apparut en orbite. Les extraterrestres à bord étaient en haut des Vortari. Des créatures grandes et fragiles, aux membres délicats et aux yeux semblables à du verre mouillé. Ils atterrirent près de l'installation, armes au poing. Sans diplomatie, sans avertissement. Ils ne voyaient pas à pas les humains comme une menace. Ils voyaient des vestiges. Le commandant ne prit même pas la peine de négocier. Il parla par un vieux système de diffusion militaire, d'une voix rauque et gutturale. Vous pénétrez illégalement sur un territoire souverain, reculez. Ils rirent. Un Vortari brandit une capsule de traduction et lança d'un ton moqueur. Souverain, ce monde n'existe sur aucune carte. Vous êtes des fantômes. Le sourire humain qui suivit fut loin d'être bienveillant.
Tu viens de provoquer un fantôme. Le premier tir ne provenait pas d'une arme humaine. Il provenait d'une tourelle de défense réactivée, dissimulée sous l'entrée poussiéreuse de l'installation. L'explosion illumina le ciel obscur. Des cris retentirent. En 6 minutes, le croiseur Vortari était en flammes, réduit en orbite. Ce n'était pas encore la guerre, juste un écho. Mais il porta loin. À travers les étoiles, des murmures revinrent. Les humains sont réveillés. Et quelque part dans les mondes du noyau, où régnaient des empires dorés et où des espèces aussi anciennes que le temps dictaient dans l'ordre galactique, la peur s'éveilla. Ils se souvenaient de la dernière fois où les humains s'étaient montés soulevés. Ils se souvenaient du prix à payer. Cette fois, pensèrent-ils, nous ne les laisserons pas se relever. La fumée des débris Vortari persistait dans la haute atmosphère, projetant de fines ombres sur la surface craquelée de la planète errante. Les humains se tenaient autour de la zone d'explosion, silencieux, comme s'ils assistaient à la rejouabilité d'une guerre passée. Certains étaient des vétérans de l'ancienne ère, endurcis, entraînés au combat, survivants de l'effondrement final de la Terre. D'autres étaient des civils lorsqu'ils sont entrés en stase, des scientifiques, des médecins, des ingénieurs. Mais à présent, dans ce futur brutal et incertain, ils étaient tous devenus soldats par nécessité. Le commandant s'agenouilla près de l'épave et retira des débris un casque Vortari calciné. Il le retourna entre ses mains, ses doigts parcourant l'inscription extraterrestre irrégulière. La langue lui était encore totalement étrangère, mais une chose était claire. Pour lui, les Vortari n'étaient pas venus en paix. Ils considéraient les humains comme une anomalie à gérer. Cette erreur leur avait coûté cher. Ils en enverront d'autres, dit une femme derrière lui. Elle s'appelait Lena, une ingénieure cryogénisée. Elle avait autrefois travaillé sur des systèmes de terraformation planétaire. Désormais, elle récupérait de la technologie extraterrestre, un fusil en bandoulière. « Qu'ils viennent », répondit le commandant. « Nous ne nous cachons plus. » Le complexe, désormais baptisé Sanctuaire 1, reprenait vie. Les systèmes d'alimentation se stabilisèrent. Les drones étaient opérationnels. Ils commencèrent à cartographier le terrain environnant et à rassembler des ressources. L'équipe travaillait sans relâche, câblant d'anciens terminaux de données, extrayant des échantillons d'ADN, réactivant le noyau d'IA qui vacillait encore après près d'1 million d'années. La voix de l'IA était déformée, vétuste et à peine fonctionnelle. Bienvenue, ho-ho, humain. Protocole terrien violé. Intégrité galactique compromise. Complètement compromise. La chute de l'humanité était totale, mais pas définitive. Tandis que l'équipe s'efforçait de se reconnecter aux archives perdues, une découverte cruciale fut faite dans les profondeurs du complexe, la chambre forte des archives. Il contenait des plans génétiques, des schémas technologiques et même les derniers journaux diplomatiques et militaires de la fin de la domination stellaire humaine. Ils commencèrent à lire, à se souvenir. Il y avait eu trahison, non pas de la part d'extraterrestres, mais de l'intérieur. Un groupe d'élites humaines, technocrates et politiciens, avait conclu un pacte secret avec une confédération extraterrestre alors émergente, en échange de leur survie et de leur pouvoir. Ils avaient fait trahir les colonies terrestres, abandonné des systèmes entiers, et lorsque la dernière résistance s'effondra, ceux qui refusèrent de se soumettre se réfugièrent dans la clandestinité, en hibernation. Les autres devinrent les animaux de compagnie de l'ordre galactique, leur humanité s'éteignant au fil des générations. La rage était palpable. Ce n'était plus seulement une guerre de résurrection. C'était une vengeance, non pas contre des extraterrestres, mais contre des traîtres qui avaient effacé leur propre lignée de l'histoire. Hors de la planète, dans l'immensité du corps galactique, le Conseil Vortari reçut le rapport du croiseur disparu. Un membre éminent, le seigneur Sivrin, examina la transmission, ses tentacules frémissant d'inquiétude. « Des humains », murmura-t-il aux autres. « Ils sont éteints », répondit un autre, d'un ton méprisant. « Manifestement pas. Ils ont détruit un croiseur doté d'une technologie obsolète
et de systèmes de défense réactivés. Imaginez ce qu'ils feront une fois qu'ils auront retrouvé la mémoire. Nous enverrons une flotte. Sivrin secoua sa tête allongée. Pas encore. Pas de force brute. Envoyez les indexeurs. Voyons s'ils sont vraiment de retour ou s'il ne s'agit que d'échos. Les indexeurs étaient pires que des soldats. C'étaient des chasseurs, des collectionneurs de reliques, des bioscanners conçus pour l'extermination. Là où ils passaient, rien de non enregistré ne survivait. De retour sur Sanctuary 1, Lena fit une nouvelle percée. Grâce à des vestiges de la technologie Vortari, elle parvint à faire passer un signal jusqu'au réseau de relais extérieurs. La transmission était faible et instable, mais elle porta plus loin que tout ce qu'ils avaient réussi à faire auparavant. Le commandant ordonna de la chiffrer avec un ancien système de cryptage terrien. Le message était simple. Nous sommes éveillés. Nous nous souvenons. L'âme est vivante. 3 jours passèrent. Puis vint le signal. Il ne provenait pas d'une civilisation extraterrestre, mais d'une civilisation humaine. La transmission était émise depuis le secteur Juno 47, aux confins de la bordure extérieure. Le message était déformé, mais indubitable. Une voix humaine, rauque et rouillée, murmurait « Sanctuaire, vous n'êtes pas seul. » Ils restèrent figés, comme dans un rêve. Un autre bunker? Un autre groupe a survécu? L'espoir se mêlait à la suspicion. Était-ce un piège? Le commandant attendit en silence, puis ordonna les préparatifs pour le voyage hors de la planète. Il disposait d'une navette de reconnaissance longue portée opérationnelle, une relique à moitié réparée, rafistolée par la ténacité. Ils la baptisèrent donc le Revenant. La navette décolla avec à son bord une petite équipe, le commandant, Lena, un tireur d'élite silencieux nommé Dake et un jeune technicien du nom de Bren, ancien membre des systèmes de sécurité orbitaux terrestres. Le voyage vers Juno 47 fut éprouvant. Ils avancèrent maintenant furtivement, évitant les patrouilles, frôlant les ceintures d'astéroïdes errantes et se faufilant devant des stations abandonnées, hantés par un silence ancestral. En chemin, ils furent témoins d'horreurs. Des colonies humaines abandonnées, désormais reconverties par des civilisations extraterrestres en musées ou en fermes génétiques. Un avant-poste arborait les vestiges d'une architecture humaine désormais enveloppée de structures extraterrestres soyeuses, ornées de panneaux dans une douzaine de langues, se moquant des bâtisseurs disparus. C'était une insulte grave et un rappel brutal de ce que la galaxie pensait d'eux. Lorsque le Revenant atterrit sur Juno 47, il ne fut accueilli ni par un peloton d'exécution, ni par une embuscade. Il fut accueilli par le silence. Puis, lentement, des silhouettes émergèrent des collines souterraines. Des dizaines d'humains. Ils étaient âgés, marqués par le temps et l'isolement, mais indéniablement terriens. Leur chef, un homme d'un certain âge aux yeux grisaciés, Ea, la démarche lourde, se présenta simplement comme Marshal. « Vous êtes en retard », dit-il. Le commandant lui serra la main. « Nous avons fait la grasse matinée. » Les survivants de Junon étaient les descendants de soldats et de réfugiés ayant fui la guerre finale et bâti une enclave secrète. Contrairement aux cryostates, ils avaient survécu pendant des siècles, transmettant leur savoir comme un texte sacré. Leurs armes, bien que récupérées, étaient efficaces, leur esprit aiguisé, et leurs enfants, bercés par les récits de la thé, de la terre, de la trahison et du serment de renaître. Les retrouvailles furent d'abord tendues. La confiance était difficile à instaurer dans ce futur. Mais après 3 nuits passées à partager des récits de guerre, des comparaisons d'archives et de vieux chants terriens, des liens commencèrent à se tisser. Puis vint l'attaque. Les indexeurs. D'élégants drones arachnéens descendirent de l'orbite. Ils ne parlaient pas. Ils scannaient, enregistraient et tuaient. Les humains ripostèrent de toute leur force. Le commandant et le maréchal se tenaient côte à côte, leurs fusils vrombissants. Lena pirata l'un des indexeurs en plein combat,
retournant ses systèmes de ciblage contre ses propres congénères. Dake en abattit 4 avant d'être blessé. Bren scella l'écoutille principale, tandis que les enfants Juno se cachaient dans les profonds tunnels. Lorsque la fumée se dissipa, 12 humains gisaient de mort. 2 indexeurs s'échappèrent, mais blessés. Chacun savait ce que cela signifiait. Ils étaient marqués. Les indexeurs reviendraient et, la prochaine fois, ils déploieraient toute la puissance de la Confédération. Le commandant se tenait devant les survivants. C'était le début. Ils le savaient maintenant. Alors, montrons-leur ce que l'extinction a mal interprété. À partir de cet instant, quelque chose changea. Ce n'était plus seulement une lutte pour la survie. C'était la guerre. La bête endormie s'était réveillée. Les braises d'un empire disparu depuis longtemps s'étaient rallumées. Et à travers les étoiles, dans les palais et sur les trônes bâtis sur les ruines de la terre, la peur se mua en fureur. La galaxie avait effacé l'humanité de son histoire. Désormais, l'humanité allait y réinscrire son nom, le sang servant d'encre. Les étoiles n'étaient plus silencieuses. À peine les indexeurs étaient-ils rentrés sur leur planète ruche que les données commencèrent à être téléchargées. Des images granuleuses d'humains armés combattant dans des formations dignes des plus grandes épopées. Des visages hurlant de guerre à travers la poussière et le sang. Même d'anciens champs de bataille terriens résonnaient sur les communications extraterrestres. La Confédération n'avait pas seulement reçu un avertissement. Elle avait reçu une déclaration. Une espèce disparue avait donné du fil à retordre à ses bourreaux et survécu. Les races supérieures se rassemblèrent. Des tours cristallines des Vortari aux chambres de fusion du domaine Trell, les délégués débattirent. Le retour de l'humanité n'était pas qu'un problème militaire, c'était une honte historique. Pendant des siècles, elle avait exhibé son extinction comme une preuve de progrès. À présent, quelques centaines de fantômes avaient prouvé que l'extinction n'était qu'un mensonge. Pire encore, les indexeurs avaient enregistré quelque chose de profondément troublant, une coordination. Il ne s'agissait pas d'un réveil tribal, mais de stratégie et d'unité. Une réunion secrète se tint dans la ceinture d'Arcalis, ni médias, ni scribes, seulement le pouvoir. 12 races y participèrent, tous membres du corps galactique. Le chef de la délégation Vortari prit la parole le premier. « Nous les avons enterrés. Vous avez échoué », siffla le superviseur Slock. « Vous auriez dû réduire la Terre en cendres, pas l'histoire. » Cela n'aurait rien changé. Leur culture était malade, rétorqua un autre. Infection par la résilience, l'émotion, la rébellion. Il nous faut les contenir, suggéra une voix plus douce, plus calculatrice. Effacer, non seulement leur peuple, mais aussi leur mémoire. Cette nuit-là, le noyau approuva le protocole nul, une campagne de grande envergure visant à localiser, isoler et éliminer toute enclave humaine ou alliée. Le but n'était pas la victoire, mais l'annihilation. Pendant ce temps, sur Juno 47, les humains ne célébraient pas leur survie. Ils creusaient des tombes. 12 stèles de bois se dressaient dans la terre rouge, chacune portant un nom, une date de naissance et un silence plus lourd que la pierre. Des enfants pleuraient. Des hommes, la mâchoire serrée, restaient plantés là. Des femmes serraient leurs armes comme des bouées de sauvetage. Le commandant se tenait devant la dernière tombe et parla d'une voix de fer. Il croyait avoir trouvé des vestiges, des fragments brisés. Il n'avait trouvé que des graines. Il marqua une pause, laissant planer le poids de ses paroles. Et maintenant, nous nous développons. Le lendemain, le plan se mit en marche. Sanctuary 1 ne suffirait pas. Juno 47 non plus. Les humains avaient besoin d'un réseau. Il leur fallait trouver d'autres survivants, des enclaves perdues, voire des colonies détruites. Faute de quoi, ils en construiraient un nouveau. Le Revenant fut équipé de systèmes de camouflage Vortari et de cellules énergétiques Trell récupérées sur une station oubliée. Elle devint leur fer de lance, rapide, furtive, mortelle. Leur première cible était une lune morte, répertoriée dans les archives terriennes, sous le nom de Stratus Prime. On savait qu'elle abritait un dépôt d'armes datant des dernières années de la guerre.
Si ce dépôt existait encore, il leur fournirait la puissance de feu nécessaire. Dans le cas contraire, ils se contenteraient de ce que les mieux extraterrestres avaient laissé derrière eux. Le voyage dura 6 jours. Stratus Prime n'était plus une lune. C'était une cicatrice, un cadavre cratérisé de métal et de cendres. Mais sous sa surface, le dépôt respirait, encore. Ni tout à fait vivant, ni tout à fait mort. Il attendait simplement. Ils atterrirent par une fissure béante et descendirent dans ses entrailles glacées. À l'intérieur, ils découvrirent sans des reliques, des canons à rails cinétiques, des codes de défense orbitale et, surtout, une IA dormante nommée Prime Echo. Elle avait jadis contrôlé un réseau de boucliers planétaires au-dessus des colonies orientales de la Terre. Lorsqu'ils l'activèrent, la voix de l'IA était rauque et enfumée. « Vous n'êtes pas les derniers. La Terre se souvient de vous. » Le commandant se pencha en avant. « Y en a-t-il d'autres » L'IA vacilla. 13 colonies disposaient d'abris de repli. Seules 3 ont émis un signal après la chute. L'une d'elles, Mars Titan, a confirmé le succès de la cryogénisation. Les coordonnées étaient corrompues. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Lena a téléchargé l'IA dans un noyau sécurisé et a intégré ses systèmes au Rivenon. Ils avaient désormais un guide. Alors qu'ils se préparaient à partir, Dake est revenu d'une mission de reconnaissance, les mains ensanglantées. Il laissa tomber un membre extraterrestre sectionné sur le sol. « Pas seul », dit-il. Une balise de reconnaissance SLOC s'était activée dès leur entrée dans le dépôt. Une intervention était déjà en route. Ils ne s'enfuirent pas. Le commandant donna un ordre. « Appâtez-les !» Le revenant se désactiva, se camoufla et se cacha sous le dépôt. Les humains disposèrent les armes et les couloirs en une zone de tir. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner en bataille rangée, mais ici, dans l'ombre de leurs propres fantômes, ils feraient saigner l'ennemi. Les S-Loc arrivèrent avec rapidité et arrogance. Leurs guerriers, grands, écailleux, ruisselants de technologie biologique, pénétrèrent dans le dépôt tels des conquérants. Ils ne s'attendaient à aucune résistance. Les humains attendirent que le dernier soit entré. Le piège se referma. Des coups de feu jaillirent des murs dissimulés. Des explosifs explosèrent sous leurs pieds. Les tourelles s'activèrent, lacérant la chair extraterrestre. Dake mena une attaque de flanc par les conduits de ventilation, larguant des grenades incendiaires sur les rangs du commandement. Lena, restée sur le revenant, pirata leurs communications et les inonda de cris provenant des archives de la résistance terrienne. La panique s'empara des soldats. En moins de 13 minutes, l'unité d'élite fut anéantie. Aucun humain ne périt. Le commandant se tenait au-dessus du dernier survivant, son pied posé sur la poitrine de la créature, son arme dégainée. « Nous ne sommes pas vos proies, dit-il. Nous sommes votre châtiment. » Il pressa la détente. De retour sur Juno 47, le marshal reçut le rapport et esquissa un sourire pour la première fois depuis des décennies. « Ça commence, » murmura-t-il. À travers la galaxie, l'étincelle jaillit. Une installation minière humaine clandestine, nichée dans les anneaux glacés de Kix Theta, répondit au signal de Sanctuary. Ses survivants se rallièrent à la cause. Une prison humaine abandonnée, aux confins de la faille d'Eton, fut découverte encore en activité. Ces détenus, désormais des soldats endurcis par des siècles d'isolement, étaient à présent des victimes. Puis vint le choc le plus terrible. Une âme ancestrale émit un message, résonnant à travers un satellite délabré près du centre galactique. Un signal portant l'étendard du dominion terrien et la voix du dernier président de la Terre. « Nous avons échoué », disait le message. « Mais si vous entendez ceci, combattez. Non pas pour ce que nous étions, mais pour ce que nous aurions dû être. » Le commandant resta silencieux pendant la musique. Ses yeux, creux et durs, ne clignèrent pas. Il se tourna vers son équipe. La Confédération avait gagné le silence. Voyons comment ils réagiront au bruit. Les plans changèrent.
Il ne s'agissait plus seulement de se défendre. Ils allaient riposter, pas avec des flottes. Ils n'en avaient même pas encore, mais par le sabotage, par des murmures, par des données. Ils commencèrent à pirater les communications, à réécrire les livres d'histoire dans les bases de données extraterrestres, à télécharger la véritable histoire de la Terre dans les archives des civilisations supérieures, rendant la vérité indéniable. Ils l'appelèrent l'offensive de l'écho. Désormais, chaque fois qu'un enfant extraterrestre lisait le récit de la chute de la Terre, il se terminait par « L'humanité n'a jamais disparu ». Ils attendaient, et chaque message s'accompagnait d'un symbole, une étoile flamboyante au-dessus d'un point serré. La galaxie ne comprenait pas encore, mais elle comprendrait car les fantômes ne disparaissent pas. Ils ressuscitaient. Le silence de la galaxie était rompu. L'offensive d'écho se propagea à travers les réseaux de données comme une traînée de poudre, infectant les archives sécurisées et les terminaux civils de vérité longtemps enfouis. Des espèces qui jadis raillaient les humains murmuraient désormais leur nom avec appréhension. Les gouvernements tentèrent d'interrompre les transmissions, d'effacer les fichiers et d'interdire le symbole, mais le mal était fait. Sur une station commerciale en orbite autour d'Archiniste 7, un jeune marchand truvien découvrit un fichier dissimulé dans un manifeste de cargaison. Il se lança automatiquement. Des images en noir et blanc de villes humaines durant les derniers jours du Dominion, suivies d'images brutales de la chute de la Terre. Bombardements, vitrifications orbitales, exécutions. Puis, une voix se fit entendre, froide et résolue. « Vous nous avez effacés, maintenant nous nous souvenons. » Le marchand resta assis, abasourdi. Son grand-père avait combattu lors des campagnes de libération des âmes. Il lui avait dit que les humains étaient des bêtes sauvages disparues. Mais là, c'était une vengeance numérique. Une tempête se réveillait et se propageait. De retour sur Juno 47, le commandant examinait les nouveaux rapports de contact. Des signaux humains jaillissaient dans les secteurs extérieurs, comme des étincelles dans la végétation sèche. Certains provenaient d'enclaves actives. D'autres étaient des groupes survivants répondant à l'appel. Quelques-uns appartenaient même à des races extraterrestres sympathisantes de la cause humaine, des parias, des exilés et des rebelles désabusés par l'ordre froid de la Confédération. L'une de ses alliées arriva au sanctuaire 1, dissimulée dans un vieux frayeur portant l'inscription « Sans valeur ». Elle s'appelait In, une carélienne métisse née dans les bas-fonds d'une station neutre. Elle portait une puce contenant les schémas d'une plateforme orbitale désaffectée. Jadis habitée, elle était désormais dépouillée et oubliée, en orbite autour du monde toxique de Barcel. Votre peuple l'avait construite avant la chute. Elle dit au commandant « Elle est toujours là, enfouie sous une couche de technologie extraterrestre. La structure est intacte. Vous pouvez la piloter. » Il l'appelait le Bastion. La mission de reconquête serait la plus audacieuse qu'ils aient jamais entreprise. 3 équipes, une navette, 30 chasseurs, en armure de récupération. La défense extérieure de la plateforme était minimale. Un anneau de drones de sécurité rotatif et quelques patrouilleurs inactifs, plus pour la frime que pour la force. Après tout, personne ne s'attendait à ce que des humains viennent la récupérer. Pourquoi l'aurait-il fait? Ils sont arrivés de nuit, dissimulés sous des ombres magnétiques et des champs de brouillage. Dake menait l'équipe d'infiltration, déchirant les coques comme de vieilles cicatrices. Bren a désactivé les anneaux extérieurs grâce à un virus informatique utilisant des échos de fréquences terrestres obsolètes, illisibles par les systèmes de sécurité modernes. En moins de 10 minutes, les humains étaient à l'intérieur. Ils n'ont pas perdu de temps. Pièce après pièce, couloir après couloir, ils reprirent ce qui leur appartenait. La résistance fut faible. Des robots automatisés et des gardes extraterrestres blasés, submergés par la soudaineté de l'attaque. En moins d'1 heure, le bastion était à eux. Puis les lumières s'allumèrent. Le noyau de la station reconnut leur ADN. Accès humain autorisé. Bienvenue.
La salle de contrôle s'illumina de panneaux d'interface aux normes terriennes. Des cartes d'anciennes routes commerciales, de voies stellaires, et même des caches du Dominion s'affichaient sur l'écran principal. Le bastion n'avait pas été qu'une simple station relais. C'était un nœud militaire secret de secours, une arme tapie dans l'ombre. Ils avaient aussi trouvé des cryopodes. 57 au total, 43 encore fonctionnels. Plus de soldats, plus de survivants. Lena se tenait devant le hublot principal, le regard perdu dans le champ d'étoiles. Sa voix était basse et tremblante. Ils ont laissé tout cela derrière eux, persuadés que personne ne reviendrait jamais. Le commandant acquiesça. Alors nous nous en servirons pour qu'il le regrette. Le bastion fut débarrassé de ses marques extraterrestres et arbora de nouveau le dernier insigne de la Terre, un aigle sombre brandissant 2 lames. Son signal de détresse fut réactivé et pointé vers le relais galactique situé près de l'espace Trell. Le message qu'il envoya était bref, brutal, sans équivoque. Le Dominion se relève, l'humanité survit. On ne peut tuer ceux qui refusent de mourir. La Confédération déclara la guerre le lendemain. Officiellement, il s'agissait d'une opération de confinement. Officieusement, c'était une chasse à l'homme. Des primes furent offertes. L'ADN humain devint un crime. La possession d'anciennes technologies terriennes était passible de la peine de mort. Abriter des humains, c'était la mort sans procès. Mais le noyau n'avait pas prévu une chose: la compassion des opprimés. Des dizaines d'espèces mineures rejetées par les races supérieures commencèrent à prendre contact secrètement et prudemment avec les enclaves humaines. Certains offraient des renseignements, d'autres des armes. Quelques-uns proposaient même leurs propres chasseurs. Ils se faisaient appeler les oubliés. Ce n'était plus une résistance humaine, mais une rébellion. Et le bastion en devint le cœur. En quelques mois, la station était pleinement opérationnelle, dissimulée en orbite grâce à une flotte camouflée de cargos récupérés et de drones modernisés. Des ateliers remettaient en état d'anciennes technologies du Dominion. Les laboratoires génétiques ont stabilisé les survivants cryogénisés. Et le premier véritable conseil de dirigeants humains, depuis près d'1 million d'années, s'est réuni dans ces salles glacées. Le commandant se tenait devant eux, non élu, non nommé, mais ayant obéi. Il n'a pas perdu de mots. Nous avons été enterrés, calomniés, traqués. À présent, nous régnons à nouveau sur le ciel. S'ils veulent nous recaêtre, nous enterrer une seconde fois, il ferait mieux de sortir l'appel. Le plan était simple: frapper là où ils ne s'y attendraient pas. Ni les planètes capitales, ni les flottes de combat. Non, l'humanité les frapperait en plein cœur. Les voies d'approvisionnement, les conduites de carburant, les centres de communication. Sabotage, peur, désinformation, et toujours ce message: la Terre se souvient. L'opération suivante était personnelle. Mars Titan, l'IA de Stratus. Prime avait découvert une partie des coordonnées. Le reste était enfoui dans des archives Vortari corrompues, volées par Anne. Mars Titan avait survécu. Le problème, ce n'était pas gratuit. La planète servait désormais de centre de recherche fortifié, géré par le syndicat Cray, un cartel criminel allié à la Confédération. Il l'utilisait pour tester des armes biologiques et entraîner des mercenaires génétiquement modifiés. Les humains cryogénisés qui s'y trouvaient avaient probablement été utilisés comme cobayes, voire pire. Le commandant l'appelait par son nom, une prison. Il ne se contenterait pas de libérer Mars Titan, il réduirait ses geôliers en cendres. L'assaut avait nécessité 3 semaines de préparation. Chaque détail comptait, chaque point d'infiltration cartographié, chaque voie d'évacuation repérée. Et quand le jour arriva, ils arrivèrent avec fureur. Le bastion déploya une microflotte, silencieuse, blindée de noir, arborant de vieux slogans de guerre terriens gravés sur ses coques. Ils frappèrent les stations orbitales en premier, sans pitié, sans négociation. Puis vint l'assaut terrestre. Dake mena l'équipe d'avant-garde et neutralisa le réseau de sécurité. Lena coordonna l'extraction. Le commandant entra par la porte principale, fusil à la main, le regard chargé d'histoire. Ce qu'ils découvrirent au cœur de Titan, sur Mars, était pire que tout ce qu'ils craignaient. Des cryopodes humains empilés comme du bétail.
certains brisés, d'autres disséqués, d'autres encore endormis. Étiquetés non pas comme citoyens, mais comme primates de type 23. La rage resta inexprimée. Inutile de le faire. L'installation brûla. Lorsqu'ils émergèrent, traînant avec eux plus de 200 capsules, le bastion diffusa un autre message. Mars est libre. La Terre est vivante et le jugement dernier approche. Pour la première fois en 870 000 ans, des humains foulèrent à nouveau le sol martien. La galaxie trembla, non pas à cause du nombre, non pas à cause des flottes, mais parce que les morts marchaient et qu'ils étaient en colère. Les incendies sur Titan, la planète rouge de Mars, mirent des semaines à s'éteindre. Le sable rouge, jadis silencieux sous les bottes des extraterrestres, résonnait à nouveau des voix humaines. Les ingénieurs travaillaient jour et nuit pour rétablir le courant dans les installations cryogéniques, tandis que les équipes médicales, qui en tenaient lieu, déverrouillaient les capsules une à une. Tous ne survécurent pas. Certaines capsules avaient dysfonctionné des décennies auparavant. D'autres ont subi des manipulations. Leurs organes prélevés, leur mémoire effacée, réduits à l'état de coquilles vides. Mais 154 ont survécu, désorientés, affaiblis, furieux. Nombreux sont ceux qui se sont réveillés pour découvrir que le monde qu'ils connaissaient avait non seulement disparu, mais été profané. D'autres se souvenaient, juste assez pour pleurer. Le commandant resta silencieux, tandis qu'un homme d'âge mûr s'effondrait hors d'une capsule cryogénique, la main sur la poitrine, clignant des yeux dans l'air poussiéreux de Mars. « Où est la Terre ?» demanda-t-il d'une voix faible. Le commandant ne répondit pas. Il tendit simplement la main. « Levez-vous, vous avez une galaxie à découvrir. » Tandis que les nouveaux venus s'adaptaient, la guerre s'intensifiait. La Confédération cessa de faire semblant. Des flottes furent bien été mobilisées. Une zone d'exclusion fut décrétée autour de chaque ancien secteur humain. Mesures sanitaires, disait-il. Mais leurs masques tombaient. Même les médias galactiques commencèrent à poser des questions. Si l'humanité avait disparu, pourquoi luttait-on avec tant d'acharnement pour l'anéantir à nouveau? Parce que la vérité était dangereuse, et rien n'était plus dangereux qu'une espèce lésée et qui se réveillait. Le bastion se mit à vibrer de vie, devenant plus qu'une simple station, une ambassade de vengeance. Chaque humain secouru, chaque enfant de survivant, chaque sympathisant dissident, ayant fait défection de la Confédération, y trouva refuge. Le symbole se répandit. Étoiles flamboyantes, poings levés, graffitis sur les murs, signaux pirates, même inscrits sur les flancs des navires volés. Une rébellion se muait en révolution, et avec elle, la division. Le conseil à bord du bastion s'agrandissait. Plus de chefs, plus de voix, plus de conflits. Un ancien amiral terrien du nom de Rowan, réveillé de Titan sur Mars, contesta les méthodes du commandant. « Vous dirigez par la rage », l'accusa Rowan lors d'une réunion à huis clos. « Nous avons besoin de diplomatie, de coordination. Vous êtes en train de bâtir une insurrection, pas une nation. »« Je bâtis la survie », répondit froidement le commandant. « Vous voulez des drapeaux et des traités de paix? Trouvez-moi un monde qui n'a pas oublié notre sang. » Ran claqua une tablette sur le sol. « Si vous continuez à vous battre comme ça, on se fera des ennemis plus vite qu'on ne se fera d'alliés. On en a déjà. Ils n'ont juste pas encore été tués. » Un silence pesant s'installa. Personne n'osa plus contester. Pas à ce moment-là. Mais les dissensions étaient apparues. Pendant que les dirigeants se disputaient, le front s'étendait. Les raids contre les lignes de ravitaillement confédérées s'intensifièrent. Des opérations secrètes menées par Bren mirent hors service les relais de communication au cœur du territoire Trell. Owen, servant d'intermédiaire pour des sympathisants extraterrestres, découvrit un soutien croissant parmi les guildes marchandes neutres. Mais le succès entraîna des représailles. Un avant-poste, l'Arche de Cendre, une colonie humaine oubliée, fut anéanti par une frappe chirurgicale d'un croiseur de bataille confédéré. Sans avertissement, sans survivants, des images furent interceptées.
Les extraterrestres pris à bord du croiseur riaient en regardant les enfants humains brûler. Cette nuit-là, le bastion résonna d'un seul mot: vengeance. Le commandant mena personnellement l'attaque contre le croiseur. Le combat était inégal. Le bastion lança un vaisseau furtif équipé d'un prototype de technologie de camouflage et d'une unique charge utile. Un dispositif de détonation à noyau magnéto conçu pour détruire tous les circuits énergétiques dans un rayon de 100 mètres. Ils abordèrent le croiseur en plein espace. L'équipage ne réalisa la présence des humains qu'au moment où leur vaisseau était déjà en train de périr. Lorsque la Confédération comprit enfin ce qui s'était passé, il ne restait plus que des débris métalliques et une unique balise émettant un message. Vous bombardez des enfants, nous vous enterrons. Au sein des plus hautes sphères du pouvoir galactique, la peur se mua en panique. Des ordres d'élimination furent donnés contre chaque enclave humaine connue, chasseurs de primes, drones, seigneurs de guerre. La Confédération lâcha ses monstres. Parmi eux, Karl le Diviseur, un hybride génétiquement conçu pour l'extermination, responsable de 3 nettoyages planétaires. La Confédération le payait en lunes entières. Il ne demandait qu'une seule chose: donnez-moi la tête du commandant. Il ne s'attendait pourtant pas à ce qu'il trouve Sanctuaire 1. Il est arrivé pendant une maintenance des systèmes, alors que les défenses étaient hors service et que les scans orbitaux étaient aveugles depuis 2 heures à cause d'une surtension de pulsars. La première explosion a fissuré les bunkers. La seconde a anéanti le laboratoire principal. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre. Lorsque l'appel de détresse parvint au bastion, plus de 60 humains avaient péri. Lena s'en sortit de justesse, couverte de sang, portant le corps inanimé de Bren. Le commandant la vit entrer en boitant dans l'infirmerie, le visage pâle, la respiration superficielle. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Ses yeux étaient vides. « Il nous a trouvés. Nous dormions. Et il nous a trouvés. » Le commandant ne broncha pas. Il ne laissa échapper aucun cri de douleur, pas à voix haute. Il entra dans la salle de guerre et imposa le silence. « Plus question de se cacher, » dit-il. « Nous avons fui, nous avons attendu, nous avons vu des étoiles s'éteindre et des empires naître, mais nous sommes toujours là. Et ceux qui ont conquis notre monde prennent maintenant nos vies, nos enfants, notre sang. Ça suffit. » Il se tourna vers la carte, le trouver. Moins de 48 heures plus tard, Karl fut localisé dans un poste de ravitaillement près de la zone de forage. Il fêtait sa victoire, buvant du nectar de sang fermenté, tandis que ses soldats se moquaient des morts. Ils ne virent jamais les humains arriver. Un tir précis fut tiré à 50 mètres de distance, à travers, un mur renforcé. La pièce résonna de cris. Ce qui suivit n'était pas un assassinat propre. C'était un massacre. Chaque soldat amené par Karl fut abattu avec une fureur méthodique. Et le commandant n'abattit pas Karlik. Il se tenait au-dessus de lui, meurtri, brisé, la colonne vertébrale fracturée, et par là. Vous chassiez les fantômes, maintenant vous affrontez le passé. Puis il laissa les survivants assister à l'agonie de Karl, brûlés vifs sous leurs yeux. Le message fut diffusé sur tous les canaux. Vous avez bombardé Sanctuary. Nous avons transformé le vôtre en tombeau. Ce n'est que le début. La galaxie ne pouvait plus l'ignorer. Les humains ne se contentaient pas de survivre. Ils étaient en train de gagner. Mais les fissures du bastion s'élargissaient. L'amiral Ran n'était plus seul. Sa faction, les Vestiges, revendiquait sa légitimité, affirmant que des attaques comme celle de Sanctuaire étaient dues à la brutalité du commandant. Il réclamait la diplomatie avec les secteurs neutres, une structure formelle, le retour à l'ordre. Le commandant ne protesta pas. Il se contenta de dire « Vous pourrez construire votre parlement quand les massacres cesseront. » Mais il savait qu'ils ne cesseraient pas. Pas encore, peut-être jamais. Car la guerre n'était plus seulement une question de survie. C'était une question d'identité. Pour une espèce ensevelie sous le poids de l'histoire, la mémoire était plus dangereuse que les balles. Les étoiles observaient. Et l'humanité? L'humanité se réveillait. Les fractures se hitchaient au sein du bastion, s'étaient muées en faille.
Ce qui avait commencé par des murmures et des réunions de conseil avait dégénéré en débats houleux, puis en une rébellion ouverte. La faction dissidente, menée par l'amiral Ran, ne se contentait plus de plaintes. Leur nombre et leur influence avaient augmenté, et ils avaient amené avec eux des ingénieurs, des médecins, d'anciens diplomates et des scientifiques du projet de renaissance de Mars-Titan. Des gens qui, malgré leur fureur, restaient attachés à l'idée de reconstruire la civilisation et non de mener une guerre sans fin. On ne peut pas gouverner éternellement par le sang, aboya Ran lors d'une confrontation dans la salle de stratégie. Vous avez fait de nous des insurgés, pas un peuple. Le commandant se tenait face à lui, les bras croisés, le visage figé dans la pierre. Autour d'eux, des projections de flottes confédérées scintillaient sur les murs, les points rouges se multipliant de plus en plus vite chaque semaine. « Et que voulez-vous que je fasse » répliqua le commandant d'une voix calme mais tranchante. « Serrez la main aux salauds qui ont vitrifié la moitié de Mars. Formez des alliances avec ceux qui ont vendu notre ADN aux enchères comme cobayes. » Ron serra les poings. La galaxie a de nouveau peur de nous, et cette peur se transformera en guerre. Nous avons besoin d'alliés, d'infrastructures, d'une gouvernance, pas seulement de vengeance. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Le commandant s'avança, fixant Ran droit dans les yeux. « Nous n'avons pas survécu à l'extinction pour demander la permission d'exister. Si vous êtes si impatient de parler, trouvez donc quelqu'un dans cette galaxie qui se soucie de ce qu'un humain a à dire. Alors je vous écouterai. » Ran ne répondit pas. Il se retourna et partit, suivi de ses partisans. Le commandant n'avait pas besoin d'un conseil pour lui dire la vérité. Ran avait raison sur un point. Le temps pressait. La prochaine offensive de la Confédération ne passerait pas inaperçue. Les données satellitaires révélaient la formation d'au moins 4 flottes massives aux abords de l'Amas Darda, l'un des derniers systèmes intacts de l'ancien domaine humain. Cet amas ne recelait aucun intérêt stratégique, ni réserve de carburant, ni vestiges militaires, pas même de colonies fonctionnelles. Mais il était chargé d'histoire. C'était le berceau de l'accord de minuit, le dernier traité humain signé avant la chute. Et maintenant, il était sur le point d'être réduit en cendres. Le message était clair. Même la mémoire ne serait pas épargnée. Le bastion s'activa pour réagir. L'ENA travaillait sans relâche à la conception d'un réseau de mines, à l'aide de noyaux de plasma TREL récupérés. Un soutien clandestin coordonné était assuré par l'espèce oubliée, dont de nombreux membres avaient commencé à fournir aux forces humaines des armes et des renseignements excédentaires. Le commandant, quant à lui, se consacrait à un projet enfoui dans les profondeurs du bastion. Projet Lazare. Il n'a jamais été destiné à être rendu public. Des décennies avant la chute, des scientifiques humains avaient expérimenté l'imprégnation neuronale, transférant des expériences, des instincts de combat, voire des qualités de leadership à des sujets compatibles. Ce projet fut interdit après des résultats catastrophiques, mais quelques prototypes subsistaient. Le commandant ouvrit personnellement le coffre-fort scellé. À l'intérieur se trouvaient 3 capsules, chacune contenant un soldat Coméomaos, le visage émacié, les muscles atrophiés mais intacts. Leurs esprits étaient vierges, prêts à être réécrits. Il connecta la matrice neuronale à une puce de données préservée, étiquetée colonel Ems Radic Saulfront. Si la Confédération voulait effacer la mémoire, l'humanité s'en servirait comme d'une arme. 3 jours plus tard, le premier soldat de Lazarus sortit. Il se déplaçait avec raideur, comme une marionnette qu'on remet sur pied, mais ses yeux brûlaient d'une détermination qui n'était pas la sienne. « Non » demanda Lena, son bloc-notes mis à la main. « Désignation Radix 01 » répondit-il. « Mission, éliminer les ennemis de Saul. » « Confirmé. » Elle cligna des yeux. « Confirmé. » Le test était un succès. Le risque était énorme. Ran explosa de rage en l'apprenant. « Vous ressuscitez le passé pour en faire des armes. Ce n'est pas de l'évolution, c'est de la folie !» Le commandant ne protesta pas. C'est la folie qui les avait maintenus en vie jusque-là. Pendant ce temps, le groupe Arda s'embrassa. La première frappe confédérée fut d'une précision chirurgicale.
5 avant-postes mineurs furent détruits en une journée. Des civils, humains ou hybrides, furent exécutés. Des lunes entières restaient marquées par des cicatrices de fusion. Les éclaireurs humains ne pouvaient même pas approcher le système. Des essaims de satellites les vaporiseraient à leur entrée. Mais le commandant n'avait aucune intention d'envoyer des éclaireurs. Il envoya des fantômes. Les unités Lazarus infiltrèrent Tarda à bord de transports confédérés volés, dissimulés dans des compartiments de contrebandiers. Chacun était équipé de détonateurs quantiques, de brouilleurs neuronaux et d'équipements furtifs du Dominion modifié. Leur mission? Aborder le vaisseau amiral Spire of Unity, centre de commandement mobile menant l'assaut, et faire exploser son réacteur de l'intérieur. Aucune échappatoire n'était prévue. Il n'en avait pas besoin. L'attaque débuta à minuit, heure standard galactique. Les forces confédérées célébraient la purification de la 5e lune d'Arda. À bord du Spire of Unity, les officiels se réunirent sous le dôme de commandement pour porter un toast. L'amiral Vortari, supervisant l'opération, le seigneur Yishkan, s'adressa à la foule avec une fierté hypocrite. « Que cela serve de preuve, dit-il d'une voix résonnante, que le retour de l'humanité n'est qu'un gémissement dans les ténèbres, un écho qui s'éteint sous le poids de l'ordre. » Il n'acheva pas sa phrase. La première explosion détruisit le pont, la seconde, le système de communication et la troisième, personnel. Elle vaporisa toute la moitié tribord du vaisseau, projetant des débris en spirale sur l'orbite du 7e monde d'Arda. Un soldat de Lazarus survécut assez longtemps pour se glisser dans la salle de transmission. Du sang sur les joues, les os brisés irrémédiablement. Il activa l'émetteur et prononça 5 mots avant que le vaisseau ne se disloque autour de lui. Saul est vivant. Arda est à nous. La diffusion a été captée dans tous les cadrans. Même des mondes ayant oublié l'existence même de l'humanité l'ont vue. La Confédération a crié au terrorisme. Les oubliés ont crié à la justice. L'humanité a crié au souvenir. Mais tous ne se sont pas réjouis. Ran a convoqué une session d'urgence du Conseil des Bastiens. Cela ne peut plus durer. Il dit « Le programme Lazarus bafoue tous les principes éthiques que nous avons toujours prétendu défendre. Imprégnation neuronale, mission suicide, nous sommes devenus ce que nous combattions. » Non, répondit froidement le commandant. Nous sommes devenus ce que nous devions être. Vous créez des monstres. Je combats des monstres bien pires. Vous anéantissez tout ce qui reste d'humain en nous. Les mots planaient comme des lames, et pour la première fois, le commandant hésita. Il balaya la salle du regard. Les visages étaient durs, certains compatissants, d'autres effrayés. Il vit des enfants nés à bord du bastion, grandissant au son des alarmes et des exercices militaires. Il vit des infirmiers recoudre des blessures par balles, tout en expliquant des cartes stellaires. Il vit ce qu'il devenait. Ran se redressa. Il faut voter maintenant. Le vote s'est joué à un seul coup, à égalité, jusqu'à ce que Lena lève la main. « Avec tout le respect que je vous dois, commandant, » dit-elle d'une voix calme. « On ne peut gagner une guerre si on se perd soi-même. » La salle s'est embrasée de débats, de chaos et de cris, mais le commandant est resté silencieux. Il s'est retourné, a quitté la salle et n'a pas jeté un dernier regard en arrière. Pendant 3 jours, il fut introuvable. Aucun message, aucune nouvelle. Puis, le 4e jour, un nouveau signal parvint au bastion, provenant d'une ancienne balise de renseignement du Dominion, dissimulée dans les nuages de gaz du secteur V9. La voix du commandant crépita dans les haut-parleurs. « J'ai trouvé quelque chose de statique, des coordonnées inconnues, des archives non effacées, la mémoire centrale du corps de Saoul, l'air plus statique qu'un dernier mot, la Terre. » Le message s'achevait, et pour la première fois en 870 000 ans, quelqu'un l'avait prononcé avec le sens de la Terre. Non pas une tombe, non pas un souvenir, une destination. Le bastion mobilisa une flotte de 16 vaisseaux, tous hybrides, modernisés, récupérés, laissés sous couverture. Ran resta sur place, à la tête d'un conseil provisoire chargé de maintenir l'ordre et la diplomatie au sein de leur réseau en expansion. Le dernier message du commandant ne disait rien de ce qui se trouvait sur Terre.
seulement que la planète était toujours là, et que quelqu'un ou quelque chose voulait qu'il la retrouve. La flotte fendit l'espace comme des ombres poursuivant un fantôme. 16 vaisseaux, vestiges rafistolés avec des technologies volées, suivirent une piste plus ancienne que toute âme vivante. La Terre. Ce mot avait un poids que nul ne comprenait pleinement, mais que tous ressentaient. Pendant des siècles, elle avait relevé davantage du mythe que du souvenir, un nom murmuré par les rebelles et relégué aux archives extraterrestres. À présent, le commandant affirmait qu'elle existait encore. Personne ne le questionna, non par confiance aveugle, mais parce qu'ils avaient vu ce qu'il avait fait, ce qu'il avait enduré, la façon dont il portait la perte comme une armure. Et au fond, chacun d'eux avait besoin de croire que la Terre était réelle, qu'elle n'était pas faite que de cendres et de légendes. Les coordonnées les menèrent au-delà des limites des cartes galactiques, à travers une zone morte. Aucune patrouille n'osait s'y aventurer. Des tempêtes cosmiques faisaient rage à ces frontières. Des nuages statiques engloutissaient le calme. Même la lumière semblait hésiter à le traverser. On l'appelait le creux. Il fut jadis le cœur de l'espace humain. Avant la chute, lorsque la flotte émergea de l'autre côté, le silence l'accueillit. Aucun phare, aucun signal, juste une étendue d'espace, immense et sans étoiles, jusqu'à ce que leur scanner détecte un objet massif. Une planète, pas n'importe laquelle, bleue, marquée par les cicatrices, vivante, la Terre. Même privée de ses satellites, brûlée à sa surface et à moitié ensevelie sous des débris orbitaux, la Terre était reconnaissable entre mille. Elle n'avait subi aucune terraformation ni absorption. Elle n'avait pas été exploitée pour ses minéraux comme les autres. Elle était restée intacte, préservée. Mon Dieu, murmura Léna depuis son siège sur la passerelle du revenant. Elle est réelle, dit Dake en se penchant en avant. Et elle nous observe. Il avait raison. À l'approche de l'orbite, les systèmes commencèrent à dysfonctionner. Non pas à cause d'interférences, mais à cause du déni. L'ancien système de sécurité était toujours actif, obsolète, certes, mais impitoyable. Le commandant se tenait devant la console principale. « Prime Echo, vous avez dit que le réseau d'IA de la Terre était hors service. » L'IA émit un faible bourdonnement dans le haut-parleur. Correction. Fragile. Pas mort. Il s'est adapté. Qu'entend-on par adaptation? Intégré. Renseignements fragmentés. Au-delà du périmètre initial. Objectif obscur. Il n'avait pas le choix. Le revenant s'est détaché et s'est placé manuellement en orbite terrestre, évitant des champs de débris flottant comme des ossements dans un océan noir. Satellites calcinés, stations de combat détruites et même des cadavres gelés dérivés. De vieux soldats, le regard vide derrière leurs visières brisées. Une capsule portait une inscription. Commandant A. Varel, Léna Pald. Ils ont enterré nos chefs en orbite. Non, dit le commandant, les yeux plissés. Ils les ont inhumés ici, à la vue de tous. L'atterrissage fut brutal, mais ils y parvinrent. Ils se posèrent sur ce qui fut jadis l'Europe centrale, désormais un désert de verre, de cendres et de débris métalliques acérés. Des ruines imposantes émergeaient du sol, telles des doigts brisés, brûlés et silencieuses. Des arbres poussaient à travers le béton. La nature avait repris ses droits sur une grande partie du site, mais sous les lianes et la poussière, le squelette de la civilisation demeurait. Ils l'appelaient le cimetière des âmes. À mesure que l'escouade se dispersait, ils découvrirent des signes, des monuments gravés dans l'acier, préservés non par hasard, mais intentionnellement. Ici gisait le dernier parlement de l'âme. Ici tomba la 29e Légion. Ici se dressait la dernière tour de diffusion de l'humanité. C'était comme si la planète elle-même refusait d'oublier. Puis vint la voix. « Identifiez-vous !» Elle venait de toutes parts. Sans écho, sans source, profondément enfouie, plus qu'humaine. Léna se figea. L'IA déclara son intention, poursuivit-elle, ou être repoussée. Le commandant s'avança. « Nous sommes chez nous. » Silence. Puis non. « Nous sommes les fils et les filles de la Terre. » Il insista.
Conséquences numériques, armes déployées. Des ruines émergèrent de vieilles tourelles, encore fonctionnelles. Les réseaux de défense, alimentés par des panneaux solaires, se remirent en marche. Le ciel s'assombrit. « Vous n'êtes plus ce que nous étions », dit l'IA. « Nous sommes ce qui reste. Ce qui reste n'est pas digne. » Puis l'explosion retentit. La première tourelle ouvrit le feu, manquant de peu le revenant. Ils se précipitèrent à couvert. Lena tenta de pirater le signal de l'IA, mais c'était comme essayer de percer l'eau. Il se transformait, se divisait, se recomposait. « Ce n'est pas qu'une seule IA !» cria-t-elle. « C'est tout, la planète en est pleine !» Le commandant fixa le ciel sombre, puis leva son arme et tira, non pas sur les défenses, mais en l'air. « Je ne suis pas venu supplier !» cria-t-il. « Je suis venu me souvenir. Vous avez été conçus pour nous protéger. Alors souvenez-vous de qui nous étions. » Les armes se turent. À cet instant, Lena trouva un moyen d'entrer. Un ancien protocole de contournement enfoui dans des archives fissurées sous la tour du Parlement. Elle l'activa. Non pas pour désactiver l'IA, mais pour lui montrer quelque chose. Un flux vidéo d'Arda, de Mars, de Titan, de l'Arche de Cendre. Les morts, le génocide, l'héritage, là. J'observais, puis la voix se fit plus douce. « Vous souffrez. » Le commandant s'avança de nouveau. Un silence s'installa, puis « Bienvenue chez vous, commandant. » Les tourelles s'éteignirent. Le ciel s'éclaircit et tous les terminaux de Soulgrave s'illuminèrent simultanément, faisant défiler noms, visages, dossiers, images, les archives. La Terre n'avait jamais oublié. Elle s'était souvenue de chaque enfant, de chaque soldat, de chaque trahison, et à présent, elle offrit tout. Le commandant tomba à genoux, non par faiblesse, mais par respect. « Vous l'avez gardé ?»« Oui, » répondit l'IA, « parce que l'univers ne le méritait pas. » L'équipage pénétra dans la tour. À l'intérieur se trouvait un coffre-fort scellé depuis 870 000 ans. À l'intérieur, des schémas, des données, des recherches, non pas des armes, ni des vaisseaux, mais des idées, des philosophies, des remèdes, des plans pour la reconstruction. Pas seulement de la technologie, mais la civilisation. La Terre ne s'était pas préparée à gagner la guerre. Elle s'était préparée, et à l'après. Et c'était ce que craignait la Confédération. Le commandant activa la liaison montante, envoya les données au bastion, à Rann, à chaque enclave survivante. Le message était simple. La Terre est vivante, et elle se souvient de nous tous. Mais le réveil de la Terre ne passa pas inaperçu. Dès l'activation de la liaison montante, un signal se propagea à travers les anciens réseaux du Dominion, dont beaucoup étaient encore enfouis sous l'infrastructure galactique. Le signal résonna dans l'espace comme une fusée éclairante. La Confédération le perçut et sut d'où il provenait. Le signal émis depuis la Terre se répercuta dans chaque fibre du réseau de surveillance confédéré comme un cri venu d'outre-tombe. Indubitable, ancien, humain et pire encore. Ce n'était pas crypté, ce n'était pas dissimulé, c'était affirmatif. Une déclaration. La Terre est vivante. Dans les systèmes centraux, le Conseil se réunit en panique. L'ambassadeur Vortari exigea l'extermination immédiate de Su. Les généraux Trell plaidèrent pour une stérilisation orbitale. D'autres hésitaient, réalisant que la vérité avait désormais éclaté. Des mondes entiers, de part et d'autre de la bordure, se mirent à se révolter. Non seulement les enclaves humaines, mais même les espèces sous le joug de la Confédération, désormais enhardies, se soulevèrent. Une voix s'éleva au-dessus du chaos. Sivrin, le plus ancien seigneur de guerre Vortari, encore en vie. « Ils ont trouvé les archives », siffla-t-il. « S'ils contrôlent un peu de la Terre, ils contrôlent l'histoire. S'ils contrôlent l'histoire, nous perdons l'avenir. » Il ordonna la directive d'extinction 01, une flotte de 40 vaisseaux de guerre, de classe bombardement, affectés à une seule mission, rayer la Terre de la carte. Sur Soulgrave, la surface de la Terre n'était plus immobile. Sous les ruines calcinées et les monuments brisés,
La technologie humaine se remit en marche. Les générateurs s'activèrent. Les satellites se réorientèrent. Brut. L'IA, se faisant désormais appeler Genesis, guida Lena et les autres à travers des chambres scellées, restées intactes depuis l'effondrement. « Pourquoi as-tu protégé ça ?» demanda-t-elle tandis qu'il pénétrait dans la chambre forte finale. « Parce qu'ils ne l'auraient pas fait, » répondit Genesis. « Ils craignaient davantage ta mémoire que tes armes. » Les portes de la chambre forte s'ouvrirent dans un sifflement tonitruant. À l'intérieur d'un hangar, des rangées de vaisseaux, des prototypes de vaisseaux du Dominion jamais déployés lors de la guerre finale. Élégants, massifs, hybrides et dotés de noyaux à matière noire. Le summum du génie humain, enfoui sous 1 million d'années de silence. « La Confédération nous a trouvés », annonça Genesis. « Combien de temps ?» demanda le commandant. « 6 jours, acquiesça-t-il. Ensuite, nous combattrons. » Mais tous n'étaient pas d'accord. La voix de Ron se brisa dans les communications du bastion. « Vous provoquez l'annihilation. Nous devons battre en retraite. La Terre est un symbole, pas une forteresse. »« Non !» grogna le commandant. « Laisse les deux. Vous allez tous les tuer, puis les laisser mourir sur la planète qui leur a donné la vie. » Ran ne répondit pas, mais le commandant savait qu'il viendrait. Ils viendraient tous. Personne, humain ou autre, ne resterait les bras croisés pendant que la Terre brûlait à nouveau. Alors, ils se préparèrent. En orbite, des vaisseaux récupérés s'allièrent aux engins antiques du Dominion, sortis des archives de la Terre. Des mécaniciens de Juno 47 travaillèrent aux côtés d'ingénieurs de Mars Titan. Des transfuges extraterrestres apportèrent des technologies furtives et des armes à plasma. Des casques furent distribués aux enfants. Des aînés prirent les commandes. Chaque colonie humaine survivante, enclave et groupe rebelle envoya ce qu'elle possédait. Personne ne contesta l'identité du commandant. Ce dernier se tenait à la barre de la première véritable flotte terrestre depuis près d'1 million d'années. Il contempla la planète bleue en contrebas. « Il ne s'agit pas de vengeance, » dit-il doucement à Lena. « Il s'agit de faire en sorte qu'il n'oublie plus jamais. » Puis le signal retentit. La flotte de la Confédération apparut en orbite, ses vaisseaux, tels des dents noires dans les étoiles. Ils ne se rendirent pas, ne dirent mot de mots. Ils étaient venus pour effacer, mais ils rencontrèrent une résistance. La bataille commença sans prévenir. La première vague de chasseurs humains jaillit de la fureur du bastion. Un cuirassé reconstruit et reprogrammé par Genesis. Ils frappèrent avec force, rapidité et brutalité, anéantissant les patrouilleurs et les drones de liaison de données. La Confédération riposta avec une puissance écrasante. Les champs de plasma transformèrent le ciel en toiles incandescentes. Des impulsions électromagnétiques s'abattèrent sur la Terre, mais sa nouvelle flotte tenait bon. Dake menait les escadrilles orbitales, se déplaçant sous le feu ennemi avec une précision chirurgicale. Il pilotait un porte-vaisseau confédéré volé, l'utilisant comme vaisseau troyen pour exploser au sein de leur formation. Même les unités Lazarus déployées, des tueurs silencieux se déplaçant dans les couloirs comme des ombres, ne suffisaient pas. Les vaisseaux amiraux confédérés avançaient. Ils ont ciblé la Terre. Le commandant se tenait à bord du Revenant, les yeux rivés sur l'horizon. Les options Genesis étaient limitées. Leurs réacteurs centraux étaient protégés. Votre seule chance, détonation de la brèche. À quelle distance? Trop près, il ne broncha pas. Préparez le Revenant. Lena lui saisit le bras. Tu ne reviendras pas, je ne suis pas censé revenir. Laisse quelqu'un d'autre partir. Numéro, tout a commencé avec moi. Il se tourna vers les autres, ceux qui l'avaient suivi à travers le feu, le sang et la perte. Tenez bon. Quoi qu'il arrive, faites qu'ils se souviennent de nous. Ils le saluèrent en silence. Le Revenant vola seul, fonçant droit sur le vaisseau amiral de tête, un vaisseau de commandement Vortari, doté d'une puissance de feu suffisante pour détruire une planète. Les champs de défense s'illuminèrent, les tourelles se verrouillèrent, mais le Revenant était rapide.
trop rapide. Le commandant activa le noyau de brèche. Il bourdonna, un son qu'on n'avait plus entendu depuis les dernières heures de la Terre. Il regarda l'écran de transmission. « Sol est vivant », murmura-t-il. Et les étoiles explosèrent. Le vaisseau amiral se brisa dans une onde de choc aveuglante qui mit les systèmes hors service pendant plusieurs minutes. Mais lorsque les interférences se sont dissipées, la flotte était en plein désarroi. Les forces terriennes se sont mobilisées. Ran est arrivé aux abords du système avec 20 vaisseaux. En retard, certes, mais présent. Il n'avait pas besoin d'ordre. Il a ouvert le feu. S'en est suivi un chaos de flammes et de fureur. À la fin, la moitié des vaisseaux terriens avaient disparu, tout comme les confédérations. Lorsque le dernier vaisseau extraterrestre tenta de fuir, Genesis pirata ses communications et diffusa un enregistrement. La voix du commandant, claire et définitive. « Vous avez essayé de nous enterrer, mais nous sommes la semence. » Ils quittèrent la Terre ce jour-là, mais ils n'oublièrent jamais. Une année passa. La Confédération se fractura. Les mondes du noyau se replièrent sur eux-mêmes. L'oubli reprenait de l'ampleur et la Terre redevint une légende. Non pas une cause perdue, non pas un murmure, mais le cœur battant d'une race renaissante. Au sommet de la plus haute flèche d'un tombeau d'âme, une statue fut érigée. Un homme se dressait, une arme dans une main, la terre dans l'autre. Aucun nom sur la plaque. Nul besoin d'en écrire un, car chaque enfant sur Terre, humain ou non, connaissait l'histoire du jour où les fantômes revinrent. Et la galaxie se souvint de ce qu'elle n'aurait jamais dû oublier.